Madame, Monsieur, merci de regarder la Matrix, votre web TV généraliste. Merci de regarder cette émission des mots sur les mots. Dans ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir Gildas Nzenge Mbomba en sa qualité de président de l'AGUB, l'Association gabonaise des usagers de banque. Monsieur Mbomba, bonjour. Bonjour, Monsieur Pambou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, en fait, que nous puissions faire le point sur les activités de votre association à la faveur de votre première réunion publique organisée le 31 janvier 2025 à Libreville, à la Chambre de commerce et d'industrie du Gabon. Alors, vous êtes une association qui défend les droits des consommateurs, des clients, notamment les clients des banques. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, même dans les médias depuis plusieurs années maintenant. Dites-nous à quand remonte la légalisation de votre association, parce qu'on sait que votre combat, le combat que vous menez pour le respect des droits des clients de banque, c'est un combat que vous menez depuis 2016. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, l'association gabonaise des usagers des banques a été inspirée en 2016 et ce n'est qu'en 2023, donc le 4 avril 2023 plus précisément, que nous avons obtenu notre reconnaissance définitive, officielle du ministère de l'Intérieur, donc de l'État gabonais, qui nous a délivré un récépissé définitif portant reconnaissance. Et en décembre de la même année, nous nous sommes déclarés auprès de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, qui a pris acte de notre existence par un courrier que nous a adressé le secrétaire général de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Donc nous sommes une association première du genre, consumérisme des services bancaires et financiers, qui a pour objet statutaire explicite la protection des intérêts et la défense des droits des consommateurs des services bancaires et financiers. On entend par là les clients des banques, donc les établissements de crédit, les clients des établissements de microfinance, les clients des émetteurs de monnaie électronique qu'on appelle établissements de paiement, et les clients des compagnies d'assurance et sans oublier les intermédiaires en opérations financières, donc ceux qui interviennent sur les marchés financiers. Donc nous sommes une association qui a pour objectif de protéger les consommateurs et qui s'est donné pour axe prioritaire l'éducation financière du public, donc des consommateurs, et qui a pour vision la pacification de l'écosystème financier en faveur de l'inclusion financière. On va revenir sur le point relatif à l'économie, notamment, pas l'économie, mais plutôt l'éducation financière, qui a été un des points abordés lors de votre première réunion publique. Alors, est-ce que la création de cette association, l'AGUB, l'Association gabonaise des usagers de banque, a été, cette création est partie d'un constat que vous avez fait? Quel a été le mobile qui vous a emmené à créer cette association? D'accord. Il faut savoir que, en carrément qualité de président, j'ai travaillé dans le domaine bancaire. J'ai commencé à travailler dans le domaine bancaire en France, à la Société Générale. Et quand je suis revenu au pays, j'ai travaillé dans le groupe BGFI Bank en tant qu'assistant du directeur général de l'Oxia EMF. Et je suis depuis 14 ans enseignant de technique bancaire. Donc j'ai vu également comment il y avait cette asymétrie d'information entre le client et la banque. Et c'est en donnant mes cours aussi que je me suis dit, pourquoi donner ces cours-là aux étudiants, pourquoi ne pas les vulgariser auprès des populations. Effectivement, j'ai rencontré moi-même personnellement des difficultés avec ma banque, même lorsque j'étais étudiant en France, et j'ai dû être confronté à ce qu'on appelle un interdit bancaire à cause d'un chèque. Donc j'ai compris qu'il était important pour le consommateur en tant que consommateur de comprendre comment aussi le système financier fonctionne, de comprendre comment l'économie dans laquelle nous vivons tous, fonctionne pour éviter justement de faire des erreurs et de créer des situations qui vont nous-mêmes nous pénaliser. Alors, le constat qui est fait aujourd'hui au Gabon en rapport avec la protection des droits des consommateurs, des clients des banques, quels sont les différents écueils que vous avez pu énumérer, identifier? Il faut d'abord noter qu'en 2014,
l'État gabonais décide de bancariser les agents publics. Ces agents publics qui étaient payés au trésor, qui ont décidé d'être bancarisés par l'État, ne connaissaient pas comment fonctionne la banque. Donc l'État n'a pas pris de disposition préalable pour expliquer aux agents publics comment fonctionnaient les banques. Donc ils ont tous été bancarisés et aujourd'hui on se retrouve avec des agents publics bancarisés, mais pour la plupart ne comprennent pas comment la banque fonctionne. Et aussi il faut dire que ce qui nous a amené aussi à nous créer, c'est des différentes situations de précarité qui se sont posées lorsque nous avons constaté des banques qui ont floué les populations gabonaises, notamment pour ceux qui sont un peu plus âgés, il paraît qu'il y avait la banque populaire, on a eu la faillite de la banque gabonaise de développement, on a eu celle de la banque... La BGL, la BGL, la Banque de Gabon de Luxembourg. Voilà. On a aussi la banque de l'habitat, on a la banque... la BNCR, banque postale aussi. La Banque nationale de crédit rural aussi. Voilà. Toutes ces banques-là qui sont parties, sont tombées en faillite et qui ont laissé, pour la plupart, qui ont floué la plupart des consommateurs. Et sans oublier ces établissements de microfinance, et entre guillemets, ces établissements qui collectaient l'épargne du public alors qu'en réalité, elles n'étaient pas des microfinances. On parle ici de BR et d'autres établissements qui sont créés, qui ont floué l'épargne des populations. Donc tout cela, ça nous a amené à penser qu'il était important pour nous de créer une association pour protéger les consommateurs et pour édifier les consommateurs afin qu'ils comprennent bien comment le système financier fonctionne afin qu'ils évitent de faire des erreurs. Alors, vous avez donc identifié ces différents dysfonctionnements. Donc, est-ce qu'en amont, il y a l'environnement, l'écosystème qui est mis en place? Parce qu'on est un pays, il y a un gouvernement, il y a un exécutif, il y a le gouvernement, il y a la présidence, le gouvernement, il y a les institutions qui existent, il y a les institutions financières, également les banques qui existent. Est-ce que, en amont, vous pensez que l'écosystème dans lequel on évolue est un écosystème adapté? C'est un écosystème où le secteur financier, les institutions financières se sont organisées. Mais ils se sont organisés et les consommateurs non. Vous savez que l'écosystème financier, donc les établissements de crédit, ont une association depuis des années qu'on appelle l'APEC, l'Association professionnelle des établissements de crédit, donc des banques et des établissements financiers. Nous avons en face aussi les associations professionnelles des établissements de microfinance du Gabon, donc qui sont des associations de microfinance, donc des personnes morales. Et en face d'elles, la clientèle n'était pas organisée. Il n'y avait aucune association qui pouvait défendre les intérêts de la clientèle. Or, ces associations que je vous ai citées défendaient les intérêts de leurs corporations, donc des banques. Donc, il était important pour nous d'abord de nous organiser en association des consommateurs pour défendre aussi les intérêts des consommateurs. Mais il faut aussi dire qu'il n'y avait pas de texte portant protection des consommateurs des services bancaires et financiers. Les textes ont apparu seulement en 2020. Même lorsque nous avons été inspirés en 2016, il n'y avait aucun texte. Les textes portant protection des consommateurs ont apparu en 2020. Et pour revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, les griefs des consommateurs, il y en a plusieurs. Les consommateurs se plaignent par exemple des longues files d'attente devant les banques. Vous allez dans une banque, vous pensez faire quelques minutes, mais vous retrouvez à faire 2 heures, 3 heures, pratiquement toute la journée. Vous allez dans une banque, lorsque le client ouvre son compte à la banque lui donne un document qu'on appelle la convention d'ouverture de compte, mais le client n'a pas le temps de lire cette convention. Il émarge, il décide juste, il met lu et approuvé, mais en réalité, il n'a même pas lu. Et même s'il le lit, ce n'est pas évident pour lui de comprendre les éléments techniques qu'il y a sur cette convention-là. Alors, on va rester sur ces deux premiers points que vous venez de relever. C'est le premier en rapport avec la qualité des services. Lorsque vous parlez des longues files d'attente, vous aviez échangé avec les responsables de banques sur la question relative à l'amélioration de leur qualité de service. Qu'est-ce qui vous a été dit en retour, par exemple? Alors, ce qui m'a été dit par ces établissements, c'est que eux-mêmes ils rencontrent des difficultés avec des clients parce qu'ils sont dans un processus de digitalisation justement pour éviter que les clients viennent sur place
faire des transactions courantes, mais la plupart des clients ne sont pas encore bien outillés pour rapport à l'utilisation des applications mobiles des banques. Les clients veulent encore venir physiquement à la banque pour dire bon, je suis à la banque. Or, il y a des transactions qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes à la maison. Concernant les attentes, ils me disent que vous savez que la plupart des agents publics, donc les fonctionnaires, sont au Gabon, à Libreville, pardon, et que ces agents publics-là, on parle en général de que lorsque, dans l'enfilateur, lorsqu'il s'agit du 24 et du 25, quand on sort du 24 et du 25, les guichets automatiques de banque sont quasiment vides. Mais comme à cette période-là, c'est une période de haute circulation financière, tout le monde se rue dans les gares, et bon, il y a des longues files d'attente, et puis des fois les gares tombent en panne, parce que bon, il y a beaucoup plus d'utilisation des gares ce jour-là, un gare qui est mis en place pour faire 2000 transactions. Si on fait beaucoup plus, il peut chauffer et puis s'arrêter. Donc c'est les différents retours qu'on a de la part des responsables des institutions pour expliquer un peu ces griefs des consommateurs. Alors ça veut dire que sur le point relatif à la digitalisation, on revient sur l'écosystème, c'est-à-dire qu'au Gabon, on n'a pas encore un écosystème dans lequel on a une qualité de service qui repose sur la digitalisation. Aujourd'hui, il y a évidemment, puisqu'il faut s'arrimer à l'ère du temps, des institutions dédiées ou des organismes dédiés pour les questions liées à la digitalisation, l'ARCEP qui est là pour la régulation en ce qui concerne les opérateurs de téléphonie mobile, il y a un ministère de l'économie numérique qui existe également, il y a donc des politiques qui sont élaborées par le gouvernement pour emmener de façon progressive la digitalisation même au niveau de la fonction publique. Donc en fait, la société gabonaise n'est pas encore prête dans ce registre-là. C'est tout à fait ça. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a déjà des services digitaux à la disposition de la clientèle, mais on constate que dans certaines banques, les clients ne sont pas encore vraiment outillés pour utiliser ça. Il y a des pratiques traditionnelles, ils sont habitués à aller physiquement vers la banque. Ça veut dire, bien sûr, ça veut dire que c'est une question, c'est une question de tradition, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, la plupart des clients sont des adultes qui n'ont pas appris dans des établissements depuis le pré-primaire, primaire, secondaire, l'université, où l'outil informatique était à la disposition des élèves, des étudiants. Donc aujourd'hui, il faut partir quasiment de zéro, digitaliser les enseignements depuis l'école, le pré-primaire, le primaire, le secondaire, l'université, pour faire en sorte que les Gabonais de demain, les générations futures, aient eu la chance d'avoir été formés à l'utilisation de l'outil informatique depuis le bas âge. Ouais, tout à fait, c'est pourquoi en entame de mes propos, je disais que notre axe prioritaire, c'est l'éducation financière. Mais dans cette éducation financière, il y a l'éducation financière numérique. Il s'agit pour nous d'expliquer aussi à nos membres comment utiliser les canaux digitaux mis en place par les institutions financières. Et cette éducation financière ne devrait pas commencer, ça devrait commencer pour nous à l'école. C'est pourquoi dans nos propositions, on propose que l'éducation nationale mette en place un programme national d'éducation financière depuis le bas âge. C'est peut-être une éducation financière, peut-être une éducation financière sur la gestion des finances personnelles pour que les jeunes, les enfants savent déjà qu'il y a une bonne relation avec l'argent, savoir comment épargner, comment investir, tout ça. Il peut aussi, après, on va aller dans l'éducation financière pour expliquer les différentes institutions financières, tout ça. C'est très important depuis le bas âge. Et puis après, l'éducation financière numérique pour expliquer que maintenant, aux jeunes, à la jeune génération, qui peuvent faire leurs transactions en distanciel à travers les supports digitaux mis en place par les institutions financières. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, quand ils vont rentrer dans le monde du travail, ils sont déjà habitués à utiliser ces outils-là, puisqu'ils auraient déjà été éduqués depuis le jeune âge à ces outils-là. Mais pour ce qui concerne la génération actuelle, c'est encore un peu difficile d'amorcer, de s'habituer à ces nouveaux outils-là. Donc c'est ce que rencontrent un tout petit peu les institutions financières qui ont mis ces outils-là. Mais pour ceux qui sont des étudiants, tout ça, ça passe plus facilement parce que bon, c'est la nouvelle génération, ils aiment bien tout ce qui est tactile, tout ce qui est smartphone, tout ça. Donc c'est le problème que les banques rencontrent. Même quand il y a une application qui vous permet de faire des retraits, des versements de compte en compte sans vous dépasser à la banque, il y en a qui préfèrent toujours aller physiquement à la banque, faire des retraits au guichet physique.
alors qu'il y a la possibilité pour eux de faire même des paiements depuis téléphone ou bien de faire des retraits sans carte à la banque. Donc ce sont les problèmes que les banques vivent au quotidien avec les seniors, évidemment. Vous avez parlé de ces fonctionnaires qui sont depuis plusieurs années maintenant bancarisés. Aujourd'hui, il y a la gestion du cas des retraités, des fonctionnaires qui sont à la retraite, évidemment. Le deuxième point, celui relatif à l'ouverture des comptes. Vous aviez parlé de la convention en ce qui concerne l'ouverture des comptes, la signature dans le cadre de contrat qui lie la banque au client. En général, le consommateur, le client se contente de lire la mention lui est approuvé et apposer sa signature au bas de cette convention sans véritablement s'imprégner du contenu même de la dite convention. Et souvent, il y a malheureusement des incompréhensions qui naissent parce que le client s'est dit être floué, ne sachant pas que par exemple lorsqu'il ouvre un compte, il y a des ajouts qu'il faut payer, il y a des intérêts à payer. Voilà, c'est tout à fait ça. Lorsque le client ouvre un compte, les clients ont un document qui matérialise la relation. Le premier document qui matérialise la relation, c'est la convention d'ouverture de compte. Ça peut être un compte courant, ça peut être un compte d'épargne, ça peut être un compte DAT. Mais chaque fois que vous ouvrez un compte, il faut un document qui matérialise, on appelle ça la convention d'ouverture de compte, dans lequel il y a beaucoup d'articles. Mais en même temps, cette convention d'ouverture de compte-là, c'est une convention d'adhésion, parce que c'est une convention qui a été rédigée par la partie de la banque, dans lequel le client n'a pas été appelé à négocier, à travailler sur le contrat. Donc là encore, c'était un autre débat qu'on pourrait avoir. Mais concernant la signature de cette convention de compte, le client, bien sûr, il est signe, lui, il a approuvé, il ne l'a pas lu, et même s'il lit, il ne comprendra pas forcément, parce que le jargon qui est indiqué, c'est un jargon technique, il ne comprend pas forcément. Donc, on a ces problèmes-là de clients qui signent des documents qui les engagent, mais en réalité qui ne comprennent pas le fonctionnement même. Et là, vous, en tant qu'enseignant, président de l'association gabonaise des usagers de banque, est-ce que justement votre profil d'enseignant vous emmène aujourd'hui à pouvoir donner ces explications techniques aux clients, aux adhérents, aux sympathisants de la GUB? Oui, bien sûr. Comme je disais, nous, notre particularité, c'est d'apporter de la valeur. Apporter de la valeur aux consommateurs. Vous savez, les dénonciations, bon, on les fait parce qu'il faut dénoncer ce qui n'est pas bon. C'est dénoncer s'il y a une asymétrie d'information, s'il y a une pratique, une violation de la réglementation, il faut dénoncer, bien sûr. Mais on ne va pas dénoncer juste pour dénoncer, il faut apporter de la valeur. Et cette valeur, nous voulons l'apporter à qui? Au consommateur, au client, en lui expliquant qu'est-ce qu'une convention de compte. Quand il la signe, quels sont ses engagements qu'il prend. Voilà, quand il la signe. Quels sont les documents que la banque doit lui donner au moment d'ouverture de compte et quelles sont les obligations de la banque envers lui quand il ouvre le compte. Quelle est la différence entre un compte courant, quelle est la différence entre un compte chèque, un compte épargne, quelle est la différence entre les différents types de cartes bancaires, comment le compte courant fonctionne. Il faut qu'on explique ça aux clients. Notre rôle, c'est de populariser, rendre simple la compréhension du compte bancaire, la compréhension du système bancaire, afin que les gens ne fassent plus des erreurs qu'ils pourraient éviter, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les ajouts, on peut les éviter. Les ajouts ne sont pas obligatoires. Bon, c'est dans le système, mais il suffit que vous sachiez comment vous gérez votre compte et vous pouvez faire toute une année sans ajout. C'est-à-dire que les ajouts sont des intérêts débiteurs qui sont prélevés que sur un seul compte qu'on appelle le chèque, le compte chèque. Le compte qui est ouvert pour les particuliers, donc vous et moi, c'est un compte qu'on appelle le compte chèque particulier, que tout le monde appelle le compte courant. En réalité, le compte courant, c'est le compte ouvert pour les entreprises, parce que les entreprises ont des opérations courantes, versement, et puis achat et versement. Mais le particulier, lui là, ce qu'on appelle le compte chèque particulier, c'est un compte qu'il a ouvert gratuitement, parce que les comptes sont ouverts gratuitement en zone CEMAC, il suffit qu'il travaille et qu'il amène ses bulletins de paie et qu'il montre à la banque, et puis la banque lui ouvre un compte. Et ce compte-là, la particularité, c'est qu'on va vous prélever des intérêts. Et les intérêts prélevés sur ce compte-là, ce sont des intérêts débiteurs, donc des intérêts en faveur de la banque. Mais les intérêts débiteurs sont prélevés sur le compte des agents publics, des fonctionnaires qui ont un compte chèque particulier, sur leur compte débiteur. Si leur compte n'est pas débiteur, on ne va pas leur prélever les intérêts débiteurs. Les intérêts débiteurs, c'est quand le compte est au débit, donc à moins. Parce qu'il faut que les gens comprennent aussi débit, crédit. Débit, c'est quand votre compte, vous avez retiré de l'argent, vous faites un retrait, le compte est au débit. Bon, retrait débiteur ici, c'est dit que vous êtes à moins, parce que
Le compte chèque particulier peut avoir trois positions. Il peut avoir solde nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, solde créditeur, ton compte il y a d'argent, et solde débiteur, il n'y a pas d'argent. Et donc les ajouts, les fameux ajouts dont beaucoup de gens se plaignent, sont prélevés dans chaque compte des clients, mais il faudrait que votre compte soit débiteur, parce que les ajouts se définissent comme des intérêts débiteurs. Et ils sont prélevés que sur le compte chèque particulier, que les gens appellent le compte courant. Mais vous pouvez les éviter comment? Vous pouvez les éviter simplement, premièrement, en faisant en sorte que votre compte ne soit pas débiteur, et deuxièmement, en faisant des retraits chaque fin du mois, en respectant la date de valeur de retrait. Le compte, le vôtre, pour qu'il ne soit pas débiteur, ça veut dire qu'il faut régulièrement que vous fassiez des opérations, c'est ça, de dépôt. Pour qu'il ne soit pas débiteur. L'alimenter pour qu'il ne soit pas débiteur. Non, pour qu'il ne soit pas débiteur. Vous le créditez à chaque fois. Bon, déjà, votre salaire le crédite. Oui. Quand votre salaire le crédite, il faut savoir si cette période-là, où votre salaire est crédité, c'est la période, par exemple, vous allez cotiser pour votre carte bancaire. Si la carte est prélevée par trimestre, vous savez que la carte va vous être 18 000 par trimestre, ben, vous savez que vous êtes arrivé au trimestre, ne prenez pas votre carte et prenez tout votre salaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas le laisser au rouge. Il ne faut pas le laisser au rouge. Il faut savoir ce que la banque est à même à vous prélever à cette période-là. Si vous savez que vous avez souscrit à une assurance où on va vous prélever un montant pour verser l'assurance, vous savez que le montant c'est 20 000, mais c'est les 20 000. Si vous savez que vous avez un virement permanent de votre compte courant, compte chèque particulier vers votre compte épargne, de 20 000 ou 15 000, mais c'est les 15 000. Mais si vous vous dites, bon, je vide tout mon compte, bon, naturellement, vous allez avoir des pénalités et ça va mettre votre compte au débit. Et là, évidemment, apparaît la méconnaissance dont font preuve certains clients, certains consommateurs, certains clients de banque. Et vous prenez-vous la responsabilité en tant qu'AGUB, Association gabonaise des usagers de banque, pour mettre à la disposition des consommateurs toutes ces explications techniques? Toutes ces explications techniques, parce que je suis d'abord, comme je l'ai dit, enseignant de technique bancaire, marché des particuliers, technique bancaire, marché des assurances, des entreprises. Donc, il faut dire aux clients de banque que la banque a deux dates qu'on appelle la date de valeur et la date d'opération. Lorsque votre salaire est veillé par la solde le 24, votre salaire à la banque, mais le 25, le salaire doit être positionné. Le 24, c'est la date d'opération, l'opération à laquelle le trésor a viré. Mais le 25, c'est la date, le 25, c'est la date d'opération. Okay? Et ce 25-là, si vous venez faire le retrait, le 25, la banque va vous prélever des ajouts, des intérêts, parce que le 25, ce n'est pas la date que l'argent est disponible. Mais comme la banque a deux dates, je vous ai dit la date de valeur et la date d'opération. La date pour les versements, lorsque l'argent est versé dans le compte, c'est J+1. Lorsque vous devez retirer votre argent de la banque, vous devez vous assurer que cet argent était sur votre compte en date de valeur hier. Pour les versements en date de valeur aujourd'hui, au lendemain matin, je reprends. Si vous avez 500 000 aujourd'hui et que votre compte, il n'y a pas d'argent, vous prenez les 500 000 en espèces à 10 heures, vous venez les verser sur votre compte à 10 heures. L'ordinateur de la banque va marquer dessus versement journalier créditeur 500 000. Mais votre compte bancaire ne sera pas impacté de ce solde créditeur. Il sera impacté de ce solde de créditeur le lendemain matin. Donc si vous revenez à 13 heures, vous récupérez 100 000, la caissière va vérifier sur son ordinateur, elle va voir que oui, il a fait un versement à 10 heures, c'est marqué mouvement créditeur de jour, mais ça n'a pas encore impacté. Le solde est toujours solde nul, zéro. Donc si vous venez à 13 heures faire le retrait, bon, elle va vous donner l'argent à 13 heures, elle vous donne les 100 000. Mais l'ordinateur va considérer que les 100 000 qu'elle vous donne, c'est un prêt que la banque vous fait. Parce que votre solde n'est pas encore impacté de 500 000. Et là, apparaît une grosse incompréhension pour celui qui n'a pas la maîtrise de cette subtilité-là, d'où parfois les récriminations qui sont faites aux banques. Donc il y a véritablement un intérêt à pouvoir donner justement toutes ces informations aux consommateurs de banque. Voilà, c'est ce que le gestionnaire ne fait pas. C'est ce qu'on reproche à la banque. C'est elle qui doit améliorer la culture bancaire de ses consommateurs, la culture bancaire de ses clients. C'est pourquoi nous, dans notre activité, on a un axe prioritaire éducation financière. Et d'ailleurs, nous avons lancé l'année dernière, en 2023, la semaine de l'éducation financière. Une semaine où on appelle les consommateurs pour justement parler, échanger sur toutes ces thématiques-là. Donc vous voyez, pour cette personne-là, elle va se retrouver au trimestre prochain avec des ajouts. Elle va se poser la question, la banque m'a pris ceci, m'a pris cela, mais pourquoi?
moi mon compte était créditeur. Mais là, c'est un ajout dû au fait qu'elle a retiré de l'argent sans respect de la date de valeur de retrait. Donc, si on vous a viré le salaire le 25 et vous venez prendre l'argent le 25, mais le 24, l'argent n'était pas en date de valeur, la banque va considérer que l'argent que vous prenez le 25, elle va vous le donner. Mais comme cet argent n'était pas en date de valeur le 24, elle va considérer que les 500 000 que vous prenez sur votre point de salaire, elle vous les a prêtés. Elle va calculer 500 000 francs par un jour, par le taux d'intérêt débiteur. Elle va vous prendre un petit ajout de 5 000, de 500, de 200 ou de 300 sur votre compte, ou de 1000 francs. Et vous allez être surpris. Donc les ajouts, en fait, ça varie. Les ajouts ne sont pas fixes. C'est bien sûr qu'il y a certaines banques qui ont mis des ajouts forfaitaires fixes, mais l'ajout, il est calculé selon l'écoulement du temps. On appelle ça au prorata temporis. Il n'est pas calculé, ce n'est pas un montant fixe. Mais il faudrait que les clients sachent qu'ils peuvent éviter ces ajouts-là s'ils prennent leur argent à partir du 26, 27, parce que si vous prenez le 26, ben, l'argent est en date de valeur le 25. Si vous prenez le 27, l'argent est en date de valeur le 26. Après, il faudra simplement faire attention aux jours fériés et tout ça. Alors, ce point-là, il a été abordé avec les usagers de banque qui ont assisté à votre première réunion publique organisée le 31 janvier dernier à la Chambre de commerce. Quels sont les autres points qui ont été abordés? Qu'est-ce que les clients, les usagers de banque vous ont dit ce jour-là lors de cette réunion publique? Alors, les usagers de banque se plaignent justement de manque d'informations. L'une des grandes faiblesses des banques, c'est le manque d'informations, la symétrie d'informations et l'utilisation d'un langage technique auprès des consommateurs et l'incompréhension pour les consommateurs des libellés qui sont sur les relevés de compte. Quand on vous dit intérêt débiteur du plus fort découvert, les gens se disent intérêt débiteur plus fort découvert, c'est quoi? Quand on dit frais de forçage, c'est quoi un frais de forçage? Vous voyez un peu, donc les clients ne comprennent pas ce jargon technique. Donc nous demandons aux banques de simplifier le libellé qui a sur les relevés de compte pour que les clients puissent comprendre pourquoi. Parce que il est vrai aussi que les débits qui sont faits sur le compte des clients sont soit une opération qui a été effectuée par le client, soit forcément il a provoqué. Mais des fois, le client le provoque sans comprendre, sans savoir qu'il est en train de provoquer un débit sur son compte. Donc, les griefs des consommateurs, il y en a beaucoup. Notamment, je vous ai dit, le manque d'informations de la banque. Au moment même de l'entrée en relation, la banque doit par exemple donner au client la tarification bancaire. Mais le client est surpris, mais pourquoi on m'a prélevé tel montant? Mais normalement, le client doit savoir qu'on doit lui prélever ce montant même au moment où il signe pour l'ouverture de compte. Mais il est surpris après qu'on lui a prélevé 10 000, 20 000. Il ne doit pas être surpris, il doit savoir que non. Au moment où, préalablement avant l'ouverture de compte, on m'a présenté une tarification bancaire. J'ai accepté de signer la convention d'ouverture de compte et je sais qu'à telle période, ma carte Visa va être prélevée de tel montant et si je ne respecte pas le bon fonctionnement de mon compte, on va me prélever des ajouts qui peuvent être à tel montant. Donc, les clients se plaignent de ce manque d'information. Par exemple, ils ne savaient pas que le relevé de compte était gratuit. Le relevé de compte, la banque a l'obligation de donner le relevé de compte gratuit. Le retrait au GAB, donc le guichet automatique de banque, est gratuit. Le virement de vos comptes courants personnels à votre compte épargne dans la même banque, c'est gratuit. Le SMS banking, normalement que la banque envoie, l'avis de débit, l'avis de crédit sur votre compte est gratuit. Donc ils sont surpris que nous on leur dise ça. Je ne savais pas parce que le gestionnaire ne leur dit pas. Quand vous allez voir votre gestionnaire, il vous donne un relevé de compte, mais en même temps, on vous a prélevé 5 900 sur le relevé de compte. Ils sont surpris que je dis, mais on me prélève 5 000, vous dites que le relevé de compte est gratuit. Ben, si vous n'êtes pas instruit, vous ne pouvez pas défendre vos droits. Nous, on vous donne les informations, on vous donne les articles. Ben, à partir de ce moment-là, si un client s'est senti abusé par la banque, il a quoi comme moyen de recours pour entrer dans ses droits? Le client, ce que nous souhaitons, premièrement, c'est que le client ne fasse pas des recours, alors qu'en réalité, s'il en fait, il a tort. On veut d'abord outiller, mais ça ne nous empêche pas de donner d'abord les recours. Les recours, il y en a. Avant de parler de recours, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Le client a droit à la réclamation. Donc, même sur sa convention d'ouverture de compte, la banque doit mettre un article pour dire au client, vous avez droit à la réclamation. La saisine de la banque est gratuite. La réclamation, le client peut la faire pour contester un prélèvement qui a été fait sur son compte, pour demander à ce que la banque puisse lui rembourser.
Et donc, le client a droit à la réclamation. Tous les clients des banques, des microfinances, des établissements de paiement ont droit à la réclamation. Et cette réclamation, le règlement de la COBA, qui est le règlement numéro 06 de 2020 relatif au traitement des réclamations des consommateurs des services, des produits et services bancaires dans la CEMAC, a prévu des délais. Des délais qui n'existaient pas avant. Parce qu'avant, lorsqu'un client avait une réclamation, la banque pouvait faire 1 an, 2 ans, 6 mois, 7 mois. Il n'y avait pas de délai pour les traiter. Maintenant, depuis 2020, la réglementation est venue scinder en deux la relation entre la banque et client. Donc, il y a une relation banque-client avant 2020, mais il y a une nouvelle relation banque-client après 2020 parce qu'il y a maintenant des textes qui sont arrivés et la réclamation, le client doit l'adresser. S'il a une réclamation, premièrement, il va d'abord rencontrer son gestionnaire, échanger avec son gestionnaire pour essayer de comprendre. Si le gestionnaire n'est pas satisfait de la réponse du gestionnaire, il peut aller voir maintenant le directeur de l'agence, qui est certainement mieux outillé que le gestionnaire. Et s'il n'a pas finalement une satisfaction auprès du directeur de l'agence, le consommateur doit saisir et de manière formelle le directeur général de la banque en écrivant un courrier adressé au directeur général de la banque avec objet réclamation. Et il doit le déposer dans les supports prévus par la banque. Ça peut être un support numérique, ça peut être une adresse mise en place par la banque que le client dans laquelle le client peut envoyer un mail, service réclamation ou service client. Ça peut être un écrit que le client a adressé et dépose à la banque. Et là, à ce moment donné, la banque doit accuser réception. Est-ce que cette nouvelle réglementation protège désormais l'usager de banque pour éviter les abus observés notamment lors de la faillite de la Banque du Gabon et de Luxembourg, la faillite de la Banque Populaire, mais également la faillite de BR Sarl. Donc on a eu des banques, on a eu des établissements comme BR Sarl de microfinance au microcrédit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui protège, qui peut faire en sorte qu'un client qui a été abusé de cette façon-là puisse rentrer dans son droit? C'est une bonne question. Et je vais la scinder. Vous avez parlé de BR Sarl, vous avez parlé des banques. La réglementation actuelle, ce n'est pas une réglementation qui protège contre les faillites. La faillite, il y a, concernant les établissements de crédit, il y a ce qu'on appelle le FOGADAC. Le FOGADAC, c'est le Fonds de garantie d'Afrique centrale, qui est un fonds qui rembourse les clients qui sont victimes d'une faillite de banque. On rembourse au maximum à partir de 5 millions par client. C'est un fonds qui existe en Afrique centrale. Donc si votre banque aujourd'hui est en faillite, vous pouvez être sûr que vous serez remboursé au maximum à hauteur de 55 millions. Donc, enfin, on rembourse en fonction des avoirs que vous aviez dans la banque. En fonction des avoirs que vous avez à la banque. Si vous avez 10 millions, on ne va pas rembourser 10 millions. Si vous avez 500 000, on vous rembourse 50 000. Non, on ne vous pas 50 000. On vous rembourse le montant des 500 000. Mais le maximum qu'on peut... Ce n'est pas ce qui avait été fait dans le cas de la faillite de la Banque Populaire. Il y a des clients qui avaient ouvert des comptes épargne de 500 000 francs CFA et qui ont été remboursés à hauteur de 50 000 francs. On ne sait pas si déjà à cette époque, il y avait déjà le fonds de garantie. Non. Ça, il faut vérifier. C'est depuis l'existence de ce fonds-là? Voilà, parce que le fonds de garantie en Afrique centrale, le FOGADAC, c'est un fonds dans lequel toutes les banques, les établissements de crédit de la CEMAC cotisent pour qu'au cas où il y a faillite, ils puissent rembourser. C'est d'ailleurs eux qui ont remboursé, qui ont indemnisé les consommateurs de la Banque gabonaise de développement. Concernant la BR Sarl, dont vous avez dit, la BR Sarl, ce n'était pas un établissement de microfinance, ils ont venu berner les populations, ils n'étaient même pas reconnus, ils n'avaient pas d'agrément. Parce que la BR Sarl, comme on l'a dit, c'est SARL, Société à responsabilité limitée. Or, c'était BR Sarl, je pense que c'était bâtisseur de richesse, SARL. Donc, aucune banque, aucun établissement de microfinance, première catégorie, de deuxième catégorie, troisième catégorie, ne peut être une SARL. Tous les établissements de crédit, tous les établissements de microfinance, deuxième catégorie, troisième catégorie, sont forcément des sociétés anonymes, donc des sociétés de capitaux. Donc, comme vous voyez déjà, un établissement au marché qui est une entreprise, juridique, entreprise individuelle, SARL, qui collecte l'épargne du public, elle n'est pas reconnue. Deuxièmement, tous les établissements qui collectent l'épargne du public doivent avoir un agrément délivré par l'autorité monétaire, que l'on appelle l'autorité monétaire, qui est le ministre de l'économie et des participations, celui qui donne un agrément après avis conforme de la COBAC. Donc la BR Sarl n'était pas un établissement financier reconnu par l'État. Ce n'est pas parce qu'il vous présente une fiche circuit, parce que la fiche circuit beaucoup
l'entreprise qui veut tromper les populations présente la fiche circuit. Or, la fiche circuit, ce n'est pas un agrément. La fiche circuit délivrée par l'ANPI, qui est l'Agence de promotion nationale des investissements, donne ce qu'on appelle la capacité, le statut juridique, personne physique ou personne morale. Elle nous donne la personnalité morale ou physique. Maintenant, vous avez la personnalité morale, vous devez maintenant aller avoir maintenant l'agrément. Donc, vous posez maintenant votre dossier à la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale qui va faire réviser le dossier avant d'envoyer le ministère de l'économie pour aller à la COBAC. Donc, il ne faut pas que les populations se fassent flouer. Ils partent dans un bâtiment, ils voient que c'est beau, on a fait la photocopie de la fiche circuit, on a posé là, et puis on se dit, bon, non, il faut demander l'agrément. Et les populations ont la possibilité aussi, les consommateurs, d'aller consulter la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, voir la liste des établissements de microfinance reconnus. Face à ça, nous avons également cette autre problématique des prêts à l'usure. Ces gens-là qui proposent des prêts par intérêt usurier à des populations. D'autres disent, oui, on ne va pas à la banque aussi c'est cher, mais l'usure est encore plus cher. Pourquoi? Parce que moi, le boutiquier ou bien le vendeur qui vous vend un matériel électroménager et qui fait comme si vous le vend, il vous donne de l'espèce, il vous dit à 30%, mais 30% c'est au mois. Or, la banque, le taux d'intérêt de la banque, c'est un taux annuel. Si vous dites 30%, 30% fois 12, ça fait que son réel taux, c'est 360% l'année. Vous voyez, en tournant à la banque, la banque, quand elle vous dit 12%, c'est 12% l'année déjà. Donc, vous verrez jamais un taux à 360% l'année. Donc, c'est des taux usuriers. Et là-bas, les clients tombent dans une spirale et puis ils ne s'en sortent plus. Donc, nous conseillons aussi les clients de ne pas aller auprès des usuriers qui font des prêts par intérêt à des taux qui les mettent dans le surendettement. Donc c'est tout ce que nous faisons comme sensibilisation. Nzenge Mbomba, on aura le plaisir de vous avoir à nouveau sur un autre numéro de notre émission pour que vous puissiez continuer à faire dans la pédagogie, mettre à la disposition des usagers de banque toutes ces informations utiles qui devraient donc permettre à ces usagers de banque de pouvoir soit se conformer à la disposition aux dispositions réglementaires, mais aussi éviter de tomber dans des situations qui leur sont préjudiciables. Ainsi se referme cette émission. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Association gabonaise des usagers de banque Lagub et on aura le plaisir de vous retrouver prochainement pour continuer le débat sur le combat que vous menez dans l'optique de la protection des droits des consommateurs, des droits des usagers de banque. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur la Matrix, votre web TV généraliste.